Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Nous vous disons merci, chers Congolais de la diaspora, États-Unis, Canada, France, Chine, Chypre, Haïti. Vous êtes en train de nous suivre. Vous étiez très nombreux à réagir par rapport à l'émission de l'honorable Paul Chilumbu, également l'émission de Jean-Marie Kassamba. Mais aujourd'hui, quand j'ai annoncé que je serais avec l'esprit, moi je l'appelle comme ça, l'esprit, parce que lui, quand il analyse, il ne voit pas seulement les Congos, il voit l'Afrique et aussi le monde. Lui, il s'appelle Monsieur Norbert Yamba Yamba. Il est panafricaniste, cadre de l'UDPS, mais aussi il est directeur des cabinets du VPM de l'Intérieur, vice-premier ministre de l'Intérieur, Monsieur Peter Kazadi, lui qui gère la sécurité de la République démocratique du Congo. Monsieur Norbert Yamba Yamba, soyez le bienvenu. Merci pour l'invitation. Je voudrais saluer tous les téléspectateurs. Que voilà, nous sommes invités aujourd'hui, nous sommes serviteurs de la République et nous sommes censés véritablement répondre aux questions que vous avez proposées pour nous. Votre chapeau intimide un peu déjà le public. Hein? Quelqu'un m'a dit son accoutrement, c'est rien à changer. Pourquoi, avec la tête d'un lion sur le chapeau, vous invoquez les esprits? Je suis un lion. Ça veut dire un lion n'abandonne jamais, quelles que soient les difficultés. Okay. Voilà pourquoi c'est symbolique. C'est symbolique. Certainement que dans le lion, il y a esprit qui est sous forme d'héritage traditionnel, qui part de génération en génération. Et quoique, bon, ça fait partie véritablement de nos recettes traditionnelles. Voilà, Monsieur Norbert, je précise que vous êtes au directeur des cabinets du VPM de l'Intérieur, Monsieur Peter Kazadi, mais avant cela, vous êtes également natif du Sankourou, un des provinces majeures également de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, un vrai village, selon plusieurs sources. Quelqu'un qui est en Chypre, il m'a envoyé un audio de vous. Un audio de vous quand j'ai annoncé que j'allais vous recevoir. Vous étiez candidat gouverneur pour la province du Sankourou. Après votre échec, vous avez lancé un audio très mélancolique. Et aujourd'hui, êtes-vous fier de votre province? Vous n'êtes pas élu, mais il y a quand même une autre personne. Sentez-vous l'évolution? Je ne sais pas pourquoi vous me posez cette question. J'étais candidat gouverneur. J'ai le profil d'un développeur, un homme de situations difficiles, un homme qui a une expérience cumulée à l'interne comme à l'externe. Et j'avais voulu à un moment donné, n'est-ce pas, m'occuper de notre province, parce que cette province, elle est problématique par excellence. La photo du chef de l'État. Et j'ai pensé sincèrement que je pouvais bien servir. Non seulement de mon profil comme développeur, mais aussi comme quelqu'un qui est très engagé, quelqu'un qui est un bâtisseur, quelqu'un qui visiblement au travers de son carnet d'adresse pouvait faire quelque chose. Écoutez, l'élection des gouverneurs m'a pas été favorable. C'est quelqu'un d'autre. Je le salue en passant, c'est mon jeune frère, Maître Lodi, qui est aujourd'hui gouverneur. Donc il faut m'interdire de parler de sa situation. Parce que si aujourd'hui je m'engage à parler de ceci ou de cela, d'aucuns comprendront que peut-être que j'affiche une jalousie, c'est peut-être que j'affiche une adhésion, etc. Et ce qui est vrai, c'est que le Sankourou a beaucoup de problèmes. Ce n'est pas le temps que l'ordre est arrivé qu'il est en mesure de pouvoir les résoudre, encore qu'il faut donner des moyens. Et les moyens, ils sont difficilement trouvables au Sankourou parce qu'il n'y a pas d'entreprise, parce que l'État vit des taxes, l'État vit des impôts, etc. Et donc, c'est très clair que
le Sancour ne représente qu'en termes de production des recettes 2% du budget. Donc ça ne représente rien. C'est très maigrichant et il est difficile de relever le défi de la pauvreté du Sancour dans 2 ans comme l'on venait d'assister avec mon frère. Il est difficile, mais j'ai aimé, parce que quand j'annonçais que j'allais recevoir, quelqu'un m'a dit c'est un homme à militer. Monsieur Norbert Mbemba, il brave la peur, il cherche des solutions là où les autres ne peuvent pas trouver des solutions. Vous avez dit que vous êtes un développeur. Si vous étiez à la place de l'Odi, parce qu'on ne donne pas de moyens, parce que, mais le Sancour a ses moyens propres, a ses richesses. Attention. A une potentialité. Vous, à la place de l'Odi, pour ne pas être trop plaintif, qu'allez-vous faire dans les 100 premiers jours ou les 3 Je m'excuse au cours. Est-ce que vous voulez vraiment m'épargner de cette question qui individualise le débat? Non, on parle de la province. La province du Sancour, s'il vous plaît. Vous êtes dans une approche comparative. Or, c'est pas normal. Avec mon âge, mon stade, je ne peux pas m'engager dans cette discussion. Je peux vous dire... Comme développeur, je ne vais pas dans les débats, mais comme développeur, parce que les gens du Sancour nous suivent. Ils ont besoin de l'élite. Ce qui est vrai, c'est que... lorsqu'on est dans un pays, la structuration géographique de la République donne la possibilité à 3 niveaux d'atterrissage pour rendre opérationnels les projets. Et les projets sont des réponses aux problèmes de la population. 3 niveaux. Il y a les niveaux central, il y a les niveaux provincial et les niveaux local. Au niveau local, ce sont les villes, les communes, les secteurs ou chefferies. Et donc, à chaque niveau, il y a un budget, il y a un programme. À chaque niveau, il y a une nomenclature des taxes qu'il faut mobiliser. Et donc, le gouvernement central a aussi une responsabilité d'aider le Sancour. Parce qu'en réalité, le gouvernement... La rétrocession. Non seulement la rétrocession, des actions, des projets. Parce que le gouvernement central a 39 compétences. 39 compétences. Et 11 compétences partagées avec les provinces. C'est que très clairement, dans les secteurs qui sont les siens, le gouvernement central a la responsabilité d'intervenir au niveau de la province, d'intervenir au niveau de la ville, de la commune, de secteur ou la chefferie. C'est très important. Il ne faut pas l'oublier. Deuxièmement, le gouvernement provincial, au travers de son gouverneur, a 29 compétences. Sur les 29 compétences et 11 compétences partagées avec le gouvernement central. Au travers de ces compétences-là, chaque niveau organise son programme. Le programme, c'est un ensemble de projets et le projet, c'est un ensemble de réponses par rapport aux problèmes qui se posent. Et donc, il y a un budget correspondant. Et le budget, c'est la volonté chiffrée du gouvernement, de la République ou de la province de pouvoir résoudre les problèmes de sa population. Et quand vous descendez au niveau de la ville, et donc la ville aussi a des responsabilités. Mais dans les Sankourou, il n'y a qu'une seule ville. D'autres villes ne sont pas encore très opérationnelles. Bon, pas une seule ville. Lumumba-ville, il y a Lusambo. L'Odja aussi sera ville. Bénédibélé sera aussi ville. Mais il y a 2 villes qui sont opérationnelles. Lumumba est en train de se rechercher compagnie. Il n'y a que Lusambo. Tandis qu'au niveau des communes, et les communes aussi ont un budget, ont un programme. Il y a des compétences reconnues aux communes. Moutardis, pour les secteurs ou les chefferies. À chaque niveau, vous avez un programme. Cependant, lorsque Sankourou est en difficulté, Sankourou doit être secouru par ces 3 niveaux d'atterrissage, c'est-à-dire que le gouvernement central s'affirme au travers de ses compétences, le gouvernement provincial s'affirme au travers de ses compétences, et les différents gouvernements locaux, si je peux les appeler ainsi, s'affirment également. Toutefois, pour que le gouvernement central, justement, soit efficace au Sankourou, ce gouvernement est alimenté par un débat du budget à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est-à-dire les députés qui ont été élus par les différents territoires du Sankourou, Lodja, Katako, Lubefu, Lomé, Kole, Lusambo. Il y a 6 territoires. Et donc chaque député
apporte les problèmes, n'est-ce pas, de son territoire. Et ces problèmes sont repris, encore qu'il faut qu'il ait la capacité nécessaire pour convaincre les autres de manière que son problème soit prioritaire, de manière intégrée dans le budget de la République. J'ai à recevoir deux députés du Sankourou, honorable Jean-Charles Koto ici et honorable Jean Lambert Mende. Je les ai reçus ici et ils ont dit ils ont faire mais il y a des problèmes de fond sur ces... ils sont en train de faire de l'air mieux. L'autre a construit une université, l'autre cherche à calmer un peu les guerres tribaux, et ainsi de suite. C'est leur rapport et ce n'est pas eux qui paient du Sankourou. Et c'est pourquoi on est dans un débat de fond qui peut être, parce que vous avez affaire non seulement à un politique, mais aussi à un technique. Hein. Et donc j'étais en train de vous dire que à différents niveaux d'atterrissage, il faut qu'il y ait une action qui se mobilise pour résoudre les problèmes de la population. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, j'ai dit, au niveau du gouvernement central, vous avez les députés qui sont ici de ces différentes provinces, qui travaillent dans la perspective d'insérer les problèmes prioritaires de la province dans le budget de la République. Est-ce le cas? Votre constat, les députés de ces coins-là font ce travail? Bon, on peut faire le travail, mais quand les priorités ne sont pas retenues dans les prévisions budgétaires, là aussi, deuxièmement, là, il y a un problème de lobbying. Hein. Il y a un problème de lobbying. Les députés doivent peser pour l'intérêt des gens. Bien entendu. Il semble que l'argent sorte, mais apparemment, c'est entre les mains de ces députés qui font leurs projets à eux, pas le projet de l'État, pas le projet de tout le monde. Est-ce que vous êtes au courant comme natif de ces coins? Je m'excuse beaucoup. Je m'excuse beaucoup. Ce débat-là doit sortir de la coquille. Okay. C'est un débat fondamentalement technique et en tant que débat technique, il faudrait qu'on donne des orientations pour notre pays. C'est très important. Le député ne peut pas prendre le projet de l'action publique pour aller le faire chez lui. Mais c'est le cas, il semble. Excusez. Il semble que certains projets sont entre les mains des députés. Bien, non, ce n'est pas l'État. Au Mali, s'il y a un projet qui est conçu au niveau central, le gouvernement de la République a des représentations ou des délégations à différents niveaux d'atterrissage. S'il y a un projet, par exemple, d'induction d'eau gravitaire, le gouvernement ne peut pas donner à un député, ce n'est pas le député qui signe le contrat. Toutefois, le député peut devenir un attributeur, c'est-à-dire signe un contrat qui gagne un marché à partir de passation de marché public, etc. Lui, il dit, j'ai le profil, j'ai la capacité de réaliser au travers de mon entreprise. Et il peut gagner le marché. Il peut prendre les moyens et le faire, mais il est contrôlé par celui qui lui a donné, notamment si le gouvernement central ou le gouvernement provincial. Ça, c'est évident, ou c'est un projet, Banque mondiale, compagnie, etc. C'est très important. Il faudrait donc tirer une conclusion en disant, bon, c'est les députés qui prennent. Attention, si les députés peuvent être aussi compétitifs, s'ils ont des entreprises, des constructions, des travaux publics, etc., ils peuvent suivre la procédure normale, gagner un marché lorsqu'ils ont le profil nécessaire. Cependant, s'il y a des députés qui par leur influence passent par un projet accepté, qui devrait être rendu opérationnel sur le terrain, et qui passe parce qu'à cause de leur connaissance, ils disent, donnez-moi ce projet pour que la population dise que c'est moi qui ai fait un défaut. Là, ça devient un défaut. Celui qui lui donne ce projet-là, il endosse aussi la responsabilité, et lui-même, il endosse, parce qu'on est dans une politique de complaisance. Alors, en dehors du gouvernement central, il y a le gouvernement provincial. Et le gouvernement provincial bénéficie des moyens sous trois possibilités. Il y a les recettes, le recette à caractère national, ce qu'on appelle généralement les rétrocessions, à tort d'ailleurs, parce que c'est un retenu à la source, ça c'est évident, et donc reçoit 40% du gouvernement central en termes de recettes à caractère national. Les recettes à caractère national sont des recettes qui sont perçues par les régies financières, comme DGRAD, comme DGDA, comme EGI, etc., et qui ramènent au butin national. Et le gouvernement national essaye de faire une répartition par province au prorata de ce qu'a été la contribution de la province. Et donc, la province doit bénéficier 40% de ce qu'elle aura mobilisé. C'est très important. Or, pour mobiliser... Une parenthèse, est-ce que nos provinces reçoivent cette rétrocession? Parce qu'il semble que la ville province de Kinshasa, ça fait 13 mois, Kinshasa ne reçoit pas cette
rétrocession et sans coup. Je ne sais pas si c'est combien de mois. C'est combien d'argent? Certainement qu'il faut qu'à tout niveau. C'est pourquoi je vous ai dit que le gouvernement, le pays fonctionne dans une sorte de chaîne à maillons. C'est-à-dire, chacun a une responsabilité et chacun doit jouer sa partition. S'il est prévu un montant pour le compte de la province, le gouvernement central, au travers le ministère du budget, des finances, etc., doit lire ce dont il est question, etc. Encore que bon, là aussi, il faut une analyse intelligible, parce que lorsque le gouvernement central se trouve en face des problèmes majeurs, improvisés, qui nécessitent des moyens, la tendance générale, c'est de ponctionner pour résoudre véritablement ces problèmes qui ont une imbrication incidentielle sur l'ensemble du territoire national. Et ça, il faut toujours mettre ça dans le paquet de l'analyse, parce qu'il ne faut pas dire est-ce qu'on reçoit ou on ne reçoit pas. Ce n'est pas mathématique, ce n'est pas radical. Okay. Il y a des moments où on reçoit. Si on ne recevait pas, on ne payerait pas les gens. Les ministres sont payés, les députés provinciaux sont payés, et certains mais c'est ce que vous pensez, il y a tellement de dossiers, je ne pense pas qu'ils sont payés à temps. Mais au niveau local, au niveau local, il y a la mobilisation des recettes. Il y a ce qu'on appelle des recettes propres. La province, dans la nomenclature des taxes, a des recettes. Mutantis, pour la ville, la commune, le secteur et la chefferie. Et ce sont ces recettes-là, additionnées avec les recettes qui viennent du gouvernement central, au prorata de ce que cela représente en termes de 40%, répartis 25% pour la province et 15% pour les entités de provenance, etc. Et donc, à chaque niveau, on a un budget, on a un programme. Et c'est à ce niveau-là que vous, les journalistes, à ce niveau-là que les citoyens, pris individuellement ou collectivement, doivent aussi avoir un regard vis-à-vis, par exemple, de secteurs, des communes, de villes, pourquoi pas au niveau de la province. Malheureusement, on ne le fait pas, on acquise tel et endosse pleinement la responsabilité, au moment où c'est une responsabilité partagée. Merci, M. Norbert Yamba. Notre chance est que vous avez plusieurs casquettes, vous êtes l'élite de notre pays, un scientifique, vous êtes panafricaniste, cadre de l'UDPS, donc parti au pouvoir aussi, directeur de cabinet du VEPEM de l'intérieur, M. Peter et Kazadi. Nous reprenons avec l'élégance pour servir la nation. Restons d'abord à la situation d'autres questions importantes. M. Norbert Yamba, au Sonko, il y a un problème réel et vrai. Parce qu'on m'a appelé, on m'a envoyé les images. Ces images sont terrifiantes, monsieur Norbert Yamba. Il y a un problème de l'insécurité. Chaque leader, il semble qu'ils ont des milices. On traumatise la population. Vous êtes au courant, moi, que je me trompe. Qu'est-ce que vous faites comme ministère de l'Intérieur? Vous êtes directeur de cabinet. Je m'excuse beaucoup. Je voudrais quand même profiter de cette opportunité pour dire à notre peuple, surtout le peuple du Sankuru, qu'on n'étiquette pas un peuple. On ne peut pas étiqueter un peuple, une communauté. Okay. Parce que l'impression qu'on voudrait donner, c'est que tout le mot du pays, c'est le Sankuru. La mauvaise classe politique, c'est le Sankuru. Les mauvais intellectuels, c'est le Sankuru. Non, il faut arrêter ça. Les gens qui ont de la haine, c'est non, il faut arrêter. Vous ne mettez même pas d'accord, à chacun veut tirer les draps de son côté. Voilà pourquoi votre province n'avance pas. C'est ça l'ambiance et l'esthétique démocratique. L'esthétique. La gestion des contradictions. Okay. C'est la qualité cardinale de la démocratie. Chacun doit tirer le drap de son côté. Et c'est vrai qu'il faut le faire avec amour, avec enthousiasme, ça c'est évident, mais il peut y avoir des excès des ailes, il peut y avoir des excès, c'est pas pour autant qu'on va étiqueter toute une province d'une province qui est très problématique, au-delà de toutes les autres provinces. J'ai eu l'occasion de circuler dans 143 territoires, sur les 145. J'ai eu l'occasion de circuler dans les 25 provinces. Je vais vous avouer que c'est... 26. 25 plus la ville de Kinshasa. Oui. Et donc, il faut arrêter ça.
Il faut arrêter. Je voudrais vraiment demander à mes frères et sœurs. Je sais que les déceptions sont grandes. Je sais que nous avons connu des moments de turbulence. Nous avons connu des moments de mésentente. Et je crois que ce sont que des douleurs d'enfantement. Il faut qu'à un moment donné qu'on puisse dégonfler les tensions. Il faut qu'à un moment donné qu'on puisse dédramatiser nos relations. Il ne faut pas qu'on... Chaque jour qui passe, qu'on puisse montrer à la face du monde que le Sankourou, c'est le lien de prédilection de la haine. Est-ce faux qu'au Sankourou, il y a un problème vrai, réel de l'insécurité? Chaque leader a ses milices, a son groupe, a son armée, il semble. Écoutez, on n'a pas toujours parlé de Koulouna ici. Dans la ville de Kinshasa. Je me souviens beaucoup. Restons d'abord au Sankourou. Oui, mais je suis un scientifique, je suis enseignant, quoi. On parle de Koulouna ici. Allez même au village, vous allez voir les Koulouna. Allez même au village, les Koulouna. Allez même dans certains territoires, vous allez trouver des kidnappeurs. S'il vous plaît, c'est une question qui est générale et généralisée. C'est une question qui demande des solutions. Aujourd'hui, même dans la ville de Kinshasa, les hommes politiques ont ce qu'on appelle les lois. On ce qu'on appelle les Koulouna qu'on mobilise chaque fois qu'il y a marche. Les autres... Et bien voilà. Donc, on parle aussi de force du progrès, il semble aussi. Non, force du progrès... C'est des politiciens. Surtout c'est vous l'IDPS. Non, mais ça c'est une partie intégrante de l'IDPS. Donc il y a des Koulouna à l'IDPS. Non. Vous les avez enrôlés? Non. Les combattants ne peuvent pas se transformer en Koulouna. Mais il y a des individualités qui peuvent poser des actes incontrôlés. Si ces actes correspondent à ceux des Koulouna, à ce moment-là, on peut les identifier comme Koulouna. Mais considérer les combattants d'une structure connue, agréée dans un parti politique comme étant une milice, là, c'est pas normal. La photo de Peter Kazadi, la situation du Sankourou, l'insécurité. Ok. L'insécurité, aujourd'hui au Sankourou, nous avons l'occasion, sincèrement, de suivre la situation. À une certaine époque dans notre pays, les politiciens se sont organisés. Ils ont eu une influence grandissante dans la gestion de la chose publique. Au point où, lorsque vous arrivez dans un territoire, vous allez voir que l'administrateur est choisi par un politicien. Le commandant du territoire est choisi par un politicien. L'homme de la mer est choisi par un politicien. Ils ont des quotas pour gérer la province. Bien entendu. Et chacun veut se sécuriser et chacun veut véritablement protéger son espace de repli. C'est ça que ça veut dire. Et ça a commencé, on venait de passer 18 ans et ça fonctionnait de cette manière-là. Certainement qu'aujourd'hui, on est en train véritablement de couper le cordon ombilical. C'est l'intention, c'est une réalité. Non. Vous n'avez pas le poids, vous, le ministère de l'Intérieur, directeur des cabinets que vous êtes, vous n'avez pas le poids de faire face à ces gens-là. Ils sont tellement plus forts que les institutions. Plus fort, ça veut dire quoi? Oui, ils imposent leurs lois à la province et tout le monde... Dis-moi, qui s'impose dans toutes les provinces, y compris les territoires du Sankourou, aujourd'hui? Je ne vais pas citer le nom, mais vous connaissez bien les réalités. Là. Non, mais écoute, n'ayons pas une approche manquémologique. L'approche manquémologique, ça veut dire, en fait, il y a eu trop de manquétum, c'est-à-dire des séquelles qui ont jalonné naturellement le processus de fonctionnement de nos institutions. Et vous croyez que ces séquelles doivent être répliquées, même on change le régime un peu presque partout et à tout moment. Non. Il faut comptabiliser les évolutions positives. Aujourd'hui, où nous disons, regardez le nombre d'assassinats, donc j'allais dire des masses, on ne peut pas les appeler. En fait, les enlèvements, les atrocités, etc., ça a sensiblement diminué. Aujourd'hui, on est dans un processus où... vous pensez que c'est une réalité? Mais on est en train de diminuer, dis-moi. Chez moi, excusez. À un moment donné, lorsque vous êtes à l'Odja, on vous a dit, les gens se coupent la tête, les gens font ça, fait ici. À Lomela, la même chose. À Katako, la même chose. À Kole, etc. Est-ce que vous entendez vraiment actuellement?
vous entendez actuellement vraiment que des personnes se sont battues et on a coupé telle ou telle tête. Et même si on peut en trouver un cas, mais je ne pense pas plusieurs cas comme on a vécu pendant les 18 ans. C'est ça aussi. Et donc, il faut savoir comptabiliser, n'est-ce pas, les évolutions. Il ne faut pas rester sur ce qui a été fait. Il faut rester dans l'analyse sur ce qui est fait. Et je crois qu'il y a un travail de titan qui est réalisé par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et Affaires coutumières dans la perspective de maintenir la paix, alors la paix durable. Aujourd'hui, nous sommes dans un processus où les différentes autorités locales qui ont été désignées et qui ont fait office d'agents de publicité des hommes politiques sont en train véritablement d'être échangés et de travailler pour l'intérêt de la République. Je vais revenir sur ça, monsieur Norbert Yamba, directeur de cabinet du VPM de l'Intérieur. Monsieur Peter Kazan, vous êtes en train de voir le ministre, le vice-premier ministre. Monsieur Norbert Yamba, est-ce que vous n'avez pas la honte que sous votre gestion, nos provinces ne connaissent pas le calme? Il y a un des autres organisés avec votre ministère. Ça veut dire? On vous connaît comme un scientifique, quelqu'un qui peut trouver des solutions aux problèmes. Parce que quand on voit Peter Kazadi, c'est vous, le directeur de cabinet. Tout passe par vous. Kinshasa, parlons-en. Donnez-moi la photo de Godin Poy, s'il vous plaît. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Monsieur Norbert Yamba. Est-ce un président de l'Assemblée provinciale peut demander qu'on sanctionne des ministres dans un gouvernement? Ah, là, il faut poser la question au président Godin Poy, etc. Mais dans ce que je sais, comme décentralisateur de notre pays, l'Assemblée provinciale a la compétence de monitorer l'action publique du gouvernement provincial, contrôler le gouvernement provincial, élaborer des édits qui sont de loi provinciale, sanctionner. Sanctionner, c'est très important. Ça veut dire quoi? Sanctionner comment? Sanctionner comment? Mais lorsque on interpelle tel ou tel ministre, s'il s'avère qu'il y a des preuves d'équipabilité, l'Assemblée peut prendre une sanction correspondante. Au Parlement? À l'Assemblée. Mais pas donner des mandats au gouvernement. Je veux que tel ministre et tel ministre quitte le gouvernement. Vous savez, la gestion de l'État, c'est une gestion interactive. Ça veut dire, il y a des choses pour lesquelles on peut discuter si cela est compatible à la révolution, si cela est compatible aux intérêts de la République. Si dans l'hypothèse, on est en vacances parlementaires, on observe un certain nombre de choses, j'allais dire des dérapages. La présidente de l'Assemblée provinciale, qui est censée véritablement avoir des relations directes avec le gouverneur de province, observe un certain nombre de dérapages. Il peut demander au gouverneur, s'il a dans la compétence, bien entendu. Il semble que c'est le cas, selon les informations que j'essaie un peu de lire. M. Godin Poy a demandé à j'ai dit il semble, hein, ça reste à vérifier, mais ça circule, qu'il a demandé que le ministre provincial de l'Intérieur, Gracien Sakala, qui quitte le gouvernement, et d'autres personnes, et ça a créé un problème du moment que vous êtes là comme le ministère de l'Intérieur et directeur des cabinets. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'il puisse mettre un peu de l'ordre dans ce secteur-là? Il ne faut pas dire directeur. Parce que les provinces se concernent. Non, il ne faut pas dire directeur de cabinet. Le directeur de cabinet n'a pas de décision. Mais de l'ordre, je parle de l'ordre. Oui, mais écoutez, lorsque vous brandissez mon nom comme ça, on peut dire directeur de cabinet, etc., comme si le directeur de cabinet avait des décisions stratégiques. Mais les assemblées provinciales vous concernent. Mais écoutez comment les choses fonctionnent. Voilà, n'ayons pas des émotions toxiques. La province est une entité qui a un pouvoir, au même titre que le pouvoir central. Il y a deux pouvoirs dans notre pays, selon la restructuration géographique de notre pays. Il y a deux pouvoirs, le pouvoir central et le pouvoir provincial. Au niveau du pouvoir provincial, il existe des mécanismes qui ont été mis en place pour faire fonctionner la province.
Et à l'intérieur de la province, vous avez l'exécutif provincial, c'est-à-dire le gouvernement provincial, et vous avez l'Assemblée provinciale. L'exécutif, c'est comme vous le savez, s'occupe de la question du développement, s'occupe de l'exécution des décisions, etc., de l'Assemblée et compagnie. Et l'Assemblée a le droit de contrôle. Et donc, pour faire tomber le ministre, pour faire tomber le gouverneur, il ne faut pas entendre Kinshasa. Ce n'est pas pris dans la réglementation de notre pays. C'est l'Assemblée qui siège, qui établit les responsabilités du gouvernement et qui décide sur les sorts de ce gouvernement-là. Certainement qu'on peut recourir, n'est-ce pas, à la Cour constitutionnelle, si cela est conforme à l'esprit ou aux dispositions réglementaires, etc. Le président de la République, qui entre dans la chaîne de décision, n'intervient qu'en ultime recours. Lorsqu'il y a persistance d'un conflit entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Et si persistance il y a, c'est à ce moment-là que le président de la République suspend. Il peut prendre cette décision de dissolution aussi. Mais il faut revenir à la case de départ, ça veut dire avoir des députés qui siègent encore et qui élisent un nouveau bureau, etc. Donc, le ministre de l'Intérieur, certainement, il est le responsable numéro 1 de l'exécutif compte tenu de la sécurité et aussi de l'intérieur. Quand il y a ça ne va pas, il est capable de prendre des mesures conservatoires comme pour, n'est-ce pas, dégonfler les tensions. Des mesures préventives. Des mesures préventives. Attention, attention. Conservatoires, même préventive, de façon que le conflit se dégonfle, les relations se ressoudent et qu'on puisse continuer à avancer. Mais il ne peut pas. Excusez. Parce que par rapport à ces problèmes, cette situation a persisté. Il y a le président de l'Assemblée provinciale, Godin Poy, et les gouverneurs, Gentini Ngobila. Il semble qu'il y a des tensions et vous êtes en train de nourrir ces tensions parce que vous avez des rapports sur votre table. Qu'est-ce que vous faites comme le ministère de l'Intérieur et des cabinets, avec votre intelligence, vous pouvez déjà trouver la solution à ce problème. Mais écoutez, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières, on dirait que je suis en train de rendre compte, mais c'est pas grave. Le public est en train de vous suivre. Combien de fois il est investi systématiquement sur ces dossiers. Il parle avec le gouverneur Ngobila, il parle avec le président Godin Poy, il leur fait voir la réglementation par rapport à ça, mais il prend aussi de recul pour voir si ce qu'il peut poser comme acte est en concordance ou en cohérence mathématique avec la réglementation. Parce qu'il n'est pas au-dessus de la mêlée. Il n'y a pas les résultats, il semble qu'il est impuissant, il ne peut pas faire face à... Qu'est-ce qu'il y a Et Gentini Ngobila. Non, il ne faut pas dire ça. Il semble parce que la situation persiste. Tu connais mal la personne. Il est le chef du secteur. Quand les gens ne respectent pas les normes, l'ordre, il est censé mettre de l'ordre, il est ministre de l'Intérieur quand même. Mais écoute, mais c'est justement ça. Est-ce qu'il y a eu un désordre? Il y a eu un désordre qui a joué sur l'insécurité de la ville, où il y a une sorte de mésentente qui affecte le fonctionnement des institutions. Quand ça affecte, et ça fait... Mais non, comment on peut rester silencieux? Je vous dis que tout le temps il y a des réunions, tout le temps il y a des avis de consultation. Non. Juste pour se partager les jetons et puis... Non. Oui. Et puis d'ailleurs à l'intérieur on ne se partage pas des jetons. Hein. Okay. Donc on est là pour travailler. Et croyez-moi sincèrement, et là je voudrais vraiment dire aux gouverneurs, aux assemblées provinciales, aux maires de villes, etc. Le pays vous a beaucoup donné. Le pays vous a beaucoup donné. Ce pays vous a beaucoup donné. Beaucoup ne pouvaient pas imaginer devenir riche comme vous l'êtes aujourd'hui. En 1960, le Congo avait le même niveau que le Canada, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud aujourd'hui. La Corée du Sud aujourd'hui a 1300 milliards de dollars pour brut. L'Afrique du Sud est parmi les 5 pays émergents, les plus émergents du monde. Le Canada fait partie de 8 pays, le G8, 8 puissances économiques du monde. Des grâces. Il y a des moments où le chef de l'État a consenti pour responsabiliser les gens, pour que tel ou tel occupe telle ou telle responsabilité. Des grâces.
des grâces. On ne peut pas rester au banquier pendant 40 ans pour ne rien donner comme solution au pays. On vous fait confiance parce qu'on veut véritablement que la situation change. On ne peut pas à tout moment revenir auprès d'un gouverneur, auprès d'un président de l'Assemblée qui se dispute je ne sais pas quoi, etc. Et qui ne veulent même pas travailler. Et chacun veut voir ses intérêts. Et on va dire, écoutez, vous, le ministre de l'Intérieur, vous n'avez pas été à la hauteur. Non, nous avons une approche au ministère. L'approche qui consiste à gagner sans combattre. Nous voulons qu'on évite les combats. Nous voulons qu'on évite de porter les gants. Qu'on évite le ring. Et qu'avec le même résultat, avec le même contact, avec la même diplomatie de vocabulaire, on arrive à un résultat. Merci. Et ça, c'est notre approche. Là, vous avez parlé comme un nationaliste, un patriote, parce que j'ai senti trop de plaintes et d'émotions dans ce que vous venez de dire. Je mélange le tout. Parce qu'en réalité, lorsque vous avez des gens qui travaillent, qui sont ni nationalistes, qui n'ont aucune vision, qui n'ont aucune conviction, vous avez les résultats que nous avons aujourd'hui. Et qui ont eu la chance d'être là où ils sont. Je me souviens beaucoup, je ne voudrais vraiment pas aux gens. Mais la compétence non, on peut avoir la chance et la compétence, ça ne s'exclut pas. Mais j'ai dit qu'il faut que cette compétence soit perceptible. On ne peut pas vous confier une grande responsabilité. Vous savez, le pays comme les Gabon, c'est moins que moins de nombre d'habitants que la commune de Kimbaseke. Les Gabon. Le pays comme la Guinée équatoriale, c'est moins que Kimbaseke en termes d'habitants. Oui. Je ne veux pas parler de la Gambie, je ne peux pas parler de beaucoup d'autres pays, etc. Mais comment pouvez-vous imaginer? Vous avez une province, par exemple, de plus de 15 millions d'habitants. Et toutes les prévisions, les prédictions montrent que à l'an 2030, la ville de Kinshasa peut atteindre 30 millions d'habitants. C'est plus que 5 pays, ça. Non, si, dans l'hypothèse, on entre dans une logique où on s'insulte. Il y a même des gens qui pensent que lorsqu'on est né à Kinshasa, et donc on est censé tout connaître. Je suis un Pékinois, je suis pasteur, je suis gouverneur. Tous ces spectacles désolants, c'est sous vos barbes, impuissants de donner des solutions. Je m'excuse. Ça s'appelle la mankémologie. La mankémologie, c'est une nouvelle discipline. Cette nouvelle discipline qui étudie les manquèmes. Les manquements, ce sont des séquelles, les impacts que chacun de nous a subis dans un système donné. Quelqu'un qui a passé dans un système, si ce système est de jungle, si ce système est de voleur, si ce système est de complaisance, il copie et il est inoculé par ce système-là. Et il a tendance, même on change le système, de répercuter, de reproduire ce qu'il aurait acquis comme séquelles dans un autre système, en attendant effectivement que les garde-fous puissent corriger un certain nombre de choses. Donc c'est les cas qui est devant vous. Et bien donc, la plupart du personnel politique aujourd'hui, ils viennent d'un système. Merci. Ils ont les valeurs, ils ont les antivaleurs, ils ont tout ce que le système leur a donné. Merci, et donc, monsieur. ils viennent avec ces antivaleurs pour n'est-ce pas, consécuter le régime qui est en place, etc. Merci. Et donc, il ne faut pas dire que non, vous ne faites pas ceci. Non. Nous devons gagner sans combattre. Et ça, c'est la priorité des priorités. Vous devez gagner sans combattre, mais gérer aussi les dangers. Parce que si les sangs coulent, ça serait sur votre tête. Alors, nous voulons bien avancer. Mais ça, c'est un conseil comme un nationaliste, un patriote. Vous devez également nous éviter ces spectacles. Il n'y a pas que les provinces. Hein. Il faut nous éviter ces spectacles désolants dans la ville province de Kinshasa. Et surtout, si vous êtes une autorité, quand même, essayez un peu d'aller dans l'excellence. Alors, M. Norbert Yamba, je précise encore que vous êtes directeur des cabinet du ministre de l'Intérieur, le VAPAM, M. Peter Kazadi. Alors, M. Regan, revenez sur la photo du ministre Peter Kazadi. Une fois de plus, M. Norbert Yamba, moi, quand on m'a dit que M. Norbert Yamba est à la base d'un scandale, je me suis dit, je crois pas. Mais le mieux est que je puisse vous inviter. Qu'est-ce qui se passe entre le ministère de l'Intérieur et la décentralisation? Il semble que vous avez fait un communiqué, vous avez menacé d'autres institutions. Qui a d'abord la responsabilité ou le pouvoir de nommer les administrateurs et autres dans les territoires? Excusez, vraiment excusez, il faudrait que les gens m'écoutent. Oui.
D'abord, il faut corriger. Vous dites, si je suis à la base, non, d'un scandale. Non, non, non. Je suis pas à la base. Mais c'est que sur quel moment? Non, non, non. Voilà pourquoi je vous ai invité. Non, non. Je ne suis pas à la base d'un scandale. Celui qui est. Votre communiqué à vous. Mon communiqué. Vous avez fait un communiqué hier. Le vice-premier ministre a fait un communiqué. Mais vous étiez à la base de cette communiqué. Non, non, écoutez, le VPM assure pleinement le leadership du ministère. Il en a les compétences pour le faire. Et quand il pose des actes, certainement que nous pouvons être associés pour réfléchir, etc. Et il ne faut pas vous dédouaner. Et donc, non, ce n'est pas une question de dédouanement. Mais je voudrais quand même que l'on puisse respecter. Sinon, si c'est Ababa qui commence à décider, et donc, et le VPM lui-même. Je me soucie beaucoup. Ça, c'est une question importante qui est liée au fonctionnement des instituts de différents secteurs de la vie nationale. Le ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières avait aussi une autre composante. Il y a de cela 4 mois, la décentralisation. Il y avait aussi. Parce qu'aujourd'hui, la décentralisation ne fait plus partie du ministère de l'Intérieur. Pourquoi la tendance générale, lorsqu'on veut vraiment fonctionner comme il faut, a tendance à vouloir mettre la décentralisation à l'intérieur du ministère de l'Intérieur? Tout simplement parce que le travail est le même. Le travail est presque le même. Mais il y a une répartition de rôles. Le ministère de l'Intérieur, vous entendez l'intérieur. L'intérieur suppose les provinces, les villes, les communes, les territoires, les secteurs et les chefferies. C'est ça. Et chaque responsable de chaque entité s'occupe de mettre l'ordre public. L'ordre public relève de la sécurité. Que ce soit le gouverneur, que ce soit le maire de la ville, que ce soit l'administrateur, que ce soit le chef de secteur, le bourgmestre ou le chef de chefferie. Ils ont la responsabilité de mettre de l'ordre public. Ce sont les gens qui représentent du fond du camp, de comble, le vice-premier ministre et de surcroît le président de la République à leur niveau. Et donc, dans la gestion de ces entités, de la territoriale, celui qui est censé véritablement avoir un droit de regard, c'est celui-là qui organise l'ordre public. C'est le ministre de l'Intérieur et Sécurité. Et donc, le choix en termes de proposition au président de la République pour ceux qui doivent être nommés par ordonnance, c'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité. Avec, le ministère de Attendez. Cependant, si on met au devant de la scène, on reconnaît que le ministre de l'Intérieur, il a un droit de regard sur tous ces gens-là, c'est que le choix doit revenir à lui. Mais le ministre de la décentralisation, il n'est pas des moindres aussi. Parce que ces différentes entités territoriales décentralisées, et il faut le citer, vous avez les villes, vous avez les communes, vous avez les secteurs et les chefferies, ce sont des entités territoriales décentralisées. On appelle ça le troisième niveau de la gouvernance. Ce sont des entités décentralisées. En tant que telles, ces entités sont tenues de faire le développement, c'est-à-dire améliorer les conditions de vie des citoyens. Il faut un ministère qui accompagne ces différentes entités dans la production de programmes, dans la définition des problèmes et la recherche des pistes de solutions. C'est le ministère de la décentralisation. La décentralisation, c'est une technique de gestion. En tant que technique de gestion, elle est là essentiellement pour apporter, booster, faire des centres de répercussion, des centres de développement, des centres d'initiative, des centres d'impulsion. Au lieu que ce soit une vision d'arrosoir, il faut que ce soit une vision où les gens sont autonomes, posent leurs actes, mais respectent la hiérarchie. Et donc, aujourd'hui, le choix des responsables de secteur ne peut pas revenir au ministère de la décentralisation, fut-il celui d'un Minéta. Parce qu'ils doivent travailler pour assurer le développement. Mais le choix des hommes
qui assure l'ordre public. Parce que la responsabilité première d'une entité, fut-elle décentralisée ou déconcentrée, c'est justement assurer l'ordre public. Ils sont des représentants du président de la République à l'échelon où il se trouve, et celui qui est en contact avec le président de la République, c'est le ministre de l'Intérieur sur cette question de l'intérêt de la territoire de manière générale. Donc il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Et je voudrais terminer. Je voudrais terminer. Je parle sur cette question, pas comme directeur de cabinet. Je parle comme quelqu'un qui a accompagné les réformes sur la territoriale dans mon pays, quand je suis encore à la Banque mondiale. C'est très important ça. Donc, il faut éviter de donner un spectacle désolant, comme vous l'avez dit. Comment pouvez-vous imaginer, le vice-premier ministre avait déjà sorti l'arrêté, et de bonne foi, cet arrêté-là. Et vous avez le ministre de la décentralisation qui sort un autre arrêté contredisant l'arrêté de l'autre. Excusez. Parce que vous avez dit ici que la décentralisation était entre vos mains il y a 4 mois. Oui. Mais non, l'arrêté du ministre Peter Kazani c'est sorti dans combien de temps? Non, c'est... Il y a combien de temps? C'est en juin. Juin. Oui. Donc, je suis juillet. Est-ce qu'il était encore dans les temps quand il avait le prérogative de ce ministère? Oui. Oui. Celui qui avait proposé cet arrêté, c'était l'ancien vice-premier ministre, qui est parti au mois de mars. Et le VPM Kazadi arrive au mois d'avril. Et depuis avril, on y a travaillé, etc. Je crois juin ou juillet, on a sorti un arrêté, etc. Mais excusez. Dans l'élégance gouvernementale, est-ce qu'il ne pouvait pas consulter l'autre? Ah, là, c'est une exigence. Là, c'est une exigence de toutes les thématiques, sectorielles qui sont transversales, nécessitent effectivement des concertations, des échanges, des interactions entre les personnes concernées. Je crois que je ne connais pas. C'est fort possible que mon chef ait discuté avec le Mineta. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui a permis de piquer la colère, etc. Mais ce qui est vrai, c'est que les ministères sont tenus, surtout lorsqu'on est dans un secteur déterminé, qu'effectivement, qu'il y ait des échanges, qu'il y ait des concertations, des consultations, pour que finalement, on ait le même niveau, de manière à éviter... Que dans votre communiqué, il y a des menaces. Le ministre de la décentralisation, s'ils essayent, il y aura des sanctions et voilà. Aujourd'hui, vous pensez que cette manière de faire, ce n'est pas du gangsterisme à la tête de ces ministères? Et c'est là justement je faisais un message solennel à tous ceux qui, le chef de l'État a confié des responsabilités, de lui ramener la meilleure pièce de la monnaie. Parce que même justement avec ça souffre dans certains endroits et qui bloque tout ça. Qui? Voilà, il y a même des gouverneurs qui ne sont pas très non, beaucoup de nos compatriotes qui sont des élites sont hypocrites. Il pense autre chose et il fait autre chose. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Donc, donc, vous êtes au pouvoir pour faire un stage? Non, mais arrêtez des conneries. Écoutez, parce que quand un ministre prend un arrêté, un gouverneur ne respecte pas la rigueur de la loi. Non. Pas s'impliquer. Non. Le gouverneur. Vous plairez trop, vous plaignez trop. Non. C'est pourquoi il a pris la décision. C'est pourquoi il a pris la décision. Comment plairer, comment? Non, on a pris la décision, certainement que ça court, parce qu'il fallait l'arrêté du vice-premier ministre. Après l'arrêté du vice-premier ministre, il fallait les notifications réalisées par le secrétaire général de l'intérêt et sécurité, etc. Et puis après, il faut prendre ces notifications, les transmettre en bonne et due forme au niveau de la province pour que les installations interviennent. Dans certains endroits, il y a eu des installations, dans certains endroits, n'en ont pas, parce qu'il s'agit d'une question de diamètre, de la distance entre la province et le secteur concerné. Et donc, il ne s'agit pas d'une question de faire le stage, encore que bon, qui est l'entraîneur du stage. Il faut arrêter ce genre de conneries et cette manière de réfléchir. Ce que je veux, c'est que
et vous avez raison quand vous dites, pourquoi pas des concertations. Et même à l'intérieur du gouvernement, il me semble qu'il y a des poules. Ceux qui font l'économie, ils sont derrière un vice-premier ministre. Et l'économie, ceux qui sont au niveau de la sécurité, justice, compagnie, sont derrière le vice-premier ministre en charge de l'intérêt de sécurité, etc. Et je crois que ces renforcements-là, des liens, des contacts, des échanges, etc., va permettre le dégonflement d'un certain nombre de tensions dont on n'a pas besoin. Merci. Autant de messages. Déjà, vous pouvez m'amener mon téléphone WhatsApp, c'est mieux. Monsieur Norbert Mbemba, parlons du processus électoral, parlons-en. Mais parce que Kinshasa, c'est la capitale, là, il y a toutes les institutions. Mais apparemment, la situation de la capitale vous dépasse. Monsieur Norbert Mbemba, directeur des cabinets du VPM de l'Intérieur, un homme des solutions, un développeur. Mais la situation de Kinshasa vous dépasse. L'affaire Koulouna à Kinshasa, monsieur Norbert Mbemba, moi, j'ai pensé que Peter Kazadi et vous pouvez quand même améliorer les choses. On est en train d'améliorer, cher Delphine. Mais la situation continue. Je voudrais... La commune de Makala, les gens quittent leur maison parce qu'il y a l'absence de la police. Mais vous avez la police, c'est vous. Je m'excuse beaucoup. Je m'excuse beaucoup, Delphine. Je comprends vos préoccupations, je comprends votre amertume. Mais l'image de Koulouna, il faut comprendre que lorsqu'on courir sans intelligence, on risque d'aller tomber. Moi, je suis dans ce travail de lutte contre la situation des enfants en situation de détresse. C'est depuis 1990. J'ai construit un centre d'hébergement des enfants qu'on a appelé autrement les enfants de la rue. Nous les appelons les enfants en situation de détresse. Et la moyenne d'âge à l'époque, c'était 9 ans. Et je disais déjà à 1998 qu'en 20 ans, ces enfants vont évoluer et devenir toute une armée qui risque d'aggraver la situation de nos concitoyens. Et donc les enfants qui avaient 9 ans à l'époque, aujourd'hui ils ont plus de 30 ans. Vous voyez, ils ont plus de 30 ans, ils ont grandi et ils ont grandi dans les mêmes conditions. Okay. Et donc il n'y a pas de mesures qui devraient être prises parce que les quelques rares des enfants qui étaient encadrés, qui pour être resocialisés, étaient récupérés par des ONG. Et le gouvernement de la République à l'époque n'avait pas de bonnes relations avec les ONG. Le gouvernement de la République n'a pas disponibilisé des moyens et jusqu'à un certain temps, les moyens ne revenaient pas aux ONG. Et ce sont, vous pouvez bien le remarquer, des partenaires techniques et financiers extérieurs qui soutenaient certaines ONG. Aujourd'hui, presque toutes les ONG sont en faillite. Elles sont en faillite simplement parce qu'elles n'ont pas de moyens d'action. Elles sont en faillite parce qu'ils n'ont pas de moyens institutionnels. Alors, qui va s'occuper véritablement de tous ces enfants? Entre-temps, il y a un problème réel au niveau de la mobilisation des ressources. Certainement, nous sommes allés jusqu'à 16 milliards de dollars. Vous avez 110 millions de personnes. Faites un peu le calcul en termes de répartition. Vous avez combien par personne? Aujourd'hui, nous avons un produit intérieur brut de 64 milliards. Pour une fois, on était longé à 50 milliards ou 54. Ça ne dépassait pas. Seulement avec l'arrivée du président Tshisekedi, on est à 64. Mais il y a même ceux qui parlent de 65 milliards. 16 milliards du budget. Jamais, et montant jamais acquis. Alors maintenant, entre-temps, la population augmente de manière géométrique. Et le moyen augmente de manière arithmétique. Il n'y a pas cohérence, il n'y a pas compatibilité. Et c'est que vous avez vu, beaucoup déjà, y compris des fonctionnaires, nombreux sont de nouvelles unités, ils ne sont pas payés. Entre-temps, il y a toute une armée de chômeurs de luxe sur le marché. Il y a même des gens qui ont des diplômes, mais qui deviennent des Koulouna, etc. Donc, c'est une situation réelle. Alors, qu'est-ce que nous avons vu? Il semble que parce qu'il y a l'absence de l'État, gouverner, c'est prévoir. L'État congolais, avec le moyen que vous avez, sous Kabila, c'était 4 milliards, aujourd'hui c'est 16 milliards. Vous pouvez quand même faire quelque chose pour sécuriser cette jeunesse. Il semble que c'est une vraiment génération sacrifiée. Non, écoutez. Nous avons commencé. Et d'abord par la politique qui est très transformationnelle du chef de l'État qui estimait qu'il fallait prendre
n'est-ce pas, tous ces jeunes gens qui faisaient cela et les socialiser. Et ce n'est pas pour rien que Kanyamaka Sessé a été requinqué. Excusez. Kanyamaka Sessé a été requinqué. Et la plupart ont été là, sont là. Ils ont appris des métiers. Et le grand problème, c'est que chaque jour que nous avons, on produit. Et il y a des Koulouna qui naissent. Ça, c'est évident. Alors maintenant, la quantité qui est partie à Kanyamaka Sessé, certainement qui sont resocialisés, qui sont socialisés. Ces gens-là, certes, peuvent trouver gain de cause. Et les autres. C'est comme ça que nous sommes en train de réfléchir au niveau du ministère pour dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen de créer un système où on amène à Kanyamaka Sessé, il n'y a pas que Kanyamaka Sessé, il faut le dessus. Il faut mettre en place ce système dans toutes les provinces. Et on demande, pas seulement arrêter les gens, on va demander de manière volontaire ceux qui peuvent être resocialisés. Et on les invite pour une durée bien déterminée afin d'apprendre un travail, un métier bien déterminé. Quand on aura terminé à l'apprentissage, à ce moment-là, on donne un kit à la personne par rapport à ce qu'il aura fait comme travail, par rapport à ce qu'il aura produit, on fait 50-50, 50%, on lui donne le kit, il doit rentrer chez lui, il s'installe, il commence à entraîner les autres. C'est encore notre matrice, ça. Non, pas dans notre matrice. On est en train de faire un travail ici dans le Congo central, quand on pourrait rénover naturellement la ferme qui est là, qui devra occuper déjà un certain nombre de gènes, etc. Et donc, tout cela aussi, il faut comptabiliser les moyens disponibles. Vous savez, il faut comptabiliser les moyens disponibles. Et on les fait en fonction des moyens disponibles. C'est ça. On les fait en fonction. Et il n'y a pas que ça. Les Koulouna, vous avez vu, les kidnappeurs, une autre forme de Koulouna. Alors, on a fait ça, une séance déante, un procès public. Pour dissuader. Il semble que ce procès, c'était un procès politique. Non, il faut... Un procès instrumentalisé, un procès qui était fait à la va-vite pour éviter que ces petits voyous, vous citez les noms. Vous avez même vu une vidéo qui a fuité de la prison. On a même cité que celui qui était le patron de la police de la province de Kinshasa, Sylvano Kasongo, et vous étiez senti comment quand on avait cité un monsieur comme ça qui collaborait avec vous? Mais il faut établir les responsabilités. Et il y avait des juges qui ont fait plus de 5 ans à l'université et qui avaient mission véritablement de les écouter. Vous croyez que quand quelqu'un vous dit d'Elfer a volé et donc tout de suite on t'arrête? Non, il faut qu'on écoute et qu'ils établissent les responsabilités, les indices, les indicateurs, etc. Donc, sincèrement, nous ne voulons pas travailler avec émotions toxiques. Nous sommes quand même ces soucieux que ces petits-là, les big boys et les autres, vous disent quand même la vérité, parce que selon eux, le vrai bandit, ils sont dehors. Eh bien alors, puis c'est comme le ministère de l'Intérieur, directeur des cabinets, ça devrait être votre premier souci, que ces petits vous divulguent des secrets. On leur a donné l'opportunité de dire la vérité devant l'opinion nationale et internationale. Ils avaient la possibilité, ils ont raconté ce qu'ils ont fait. Ils ne pouvaient pas parce qu'il y avait la pression. Vous avez suivi. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de réouvrir encore ces procès? S'il y avait pression, qui avait fait pression? Parce qu'en fait, on a pris l'option de les pourchasser. On les a ramenés. On organise un procès public. Et vous dites, non, il y avait pression pour qu'ils ne disent pas. Mais il faut arrêter. Ça, c'est un peu trop réfléchir à la zaïoise. Nous devons être en mesure d'analyser les choses de manière rationnelle, systématisée. Quelqu'un qui arrête, la personne qui va dévoiler, vous dites, non. Quand on l'a arrêté là, on lui a dit de ne pas dire la vérité. Ben écoute, comment ça? C'est quelle incohérence? C'est quel illogisme ça? On les avait rassurés que vous allez sortir, on va vous faire voyager. Et surtout quand les petits disent que le général Sylvano Kasongo touchait sa rétrocommission, tout ça, vous semblez défendre le général Kasongo. C'est lui qui était sous vos bas. Mais non, mais écoute, moi je n'ai pas eu de relation avec le général Kasongo, même si je connais comme vivant dans la ville de Kinshasa, qu'il a fait un travail, qui avait ses prouesses, ses forces et ses limites. C'est ça, c'est inhérent à la vie humaine. Quand cela sur sa responsabilité par rapport à cette question, je pense qu'il y a des institutions outillées, compétentes pour établir les responsabilités. Monsieur Norbert, avant que nous puissions citer avec le sujet des élections et concernant l'Afrique également, le vent qui souffle en Afrique, mais vidons d'abord ces questions très questionnantes. Monsieur Norbert, c'est vrai,
le monsieur Peter Kazak est là, je l'ai vu, à moins que je me trompe. Je me trompe à Kwamout. Mais aujourd'hui, la situation persiste à Kwamout. Vous êtes au courant? J'ai vu mon qui m'a envoyé les images, parler avec les gens de Kwamout, il a fait une descente sur place, mais les gens s'est plaigné là-bas. Les Mobondo font la loi là-bas. Oui, mais c'est tout à fait normal, les Mobondo font la loi. Mais il faut savoir, il faut photographier à quel moment ils font la loi. Certainement que cette tragédie est sortie, on a tué pas mal de gens, etc. Beaucoup se sont enfuis en forêt, mais il y a eu un travail qui a été fait. Il y a eu plusieurs descentes du vice-premier ministre, l'ancien comme le nouveau. Vous voyez, sur le terrain, excusez, les résultats. Oh là là, il y a eu déploiement. C'était des visites cosmétiques qui sont, parce qu'il n'y a pas de résultats, monsieur Yambemba. Non, cosmétiques, ça c'est trop faux. Ça risque d'être des propos ou des déclarations de caniveau. Mais c'est ce que les opposants pensent. C'est ce que les opposants pensent. Ils doivent arrêter avec ce système, cet écosystème politique de pourriture intrinsèque. Si tout le monde doit réfléchir comme des adolescents, dans une sorte d'adolescence retardée, c'est pas normal. On a fait des voyages, on a convoqué les Teke et les Yaka qui étaient à la base de cette situation ici sur place. Moi-même, j'étais modérateur de ceux qui devraient chercher à trouver un compromis. À l'époque, on a pris un certain nombre de conclusions, des décisions, comme pour dire il faut construire le corridor qui permette à ceux qui sont en forêt de ressortir. Il faut mettre en place un centre d'accueil humanitaire, etc. à Bandundu. Et beaucoup de gens sont là, avec le concours du ministère des Affaires sociales, des partenaires techniques et financiers, etc. Ça, c'est le travail qui a été fait. Aujourd'hui, nous sommes en train d'organiser une séance de retraite où on invite les Teke, les Yaka, tous les Mobondo là, etc. pour qu'on discute à fond, de manière à dégonfler totalement cette situation. Je dois vous avouer qu'à un moment donné, la situation s'est dédramatisée et Kwamout, qui n'avait pas connu l'enrôlement, n'est-ce pas, de citoyens, on a souhaité que cet enrôlement intervienne, etc. Récemment, parce que c'est une guerre non conventionnelle, ils ont surgi. On est en train de chercher des mécanismes et des stratégies pointues pour que finalement on puisse mettre fin. Mais quand vous contrôler l'intensité des différentes actions qui ont été menées par les Mobondo avant et après, il y a une diminution sensible. Et mais les gens ne peuvent pas s'enrôler parce que nous voulons qu'il y ait l'inclusivité dans les élections, que le président qui sortira soit un président légitime. Mais grâce à votre incapacité, manque de stratégie, certaines provinces, on ne peut pas enrôler les gens parce qu'il y a des tensions, il y a des... Il faut, quand vous dites votre compétence, non, mon cher ami, il faut savoir respecter les gens. C'est entre vos mains. Excusez. Entre vos mains, c'est à vous de chercher des stratégies pour garantir la paix. Vous devez apprendre à respecter les gens. Des gens comme nous, comme ça, où vous aurez difficile à cacher un jugement et vous allez dire qu'il est incompétent. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Et je voudrais vous dire sincèrement que vous dites qu'il y a des provinces qui ne peuvent pas. Non. Oui, il faut prendre la photo. Il y a 3 entités aujourd'hui qui sont inscrites provisoirement du processus électoral. Il y a Kwamout ici, dont l'enrôlement devra intervenir le plus tôt possible. Pour aller même à la CNI, on vous dira que Kwamout, on va procéder à l'enrôlement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez Rutshuru et vous avez Massissi. Il n'y a pas de province. À Massissi, il n'y a pas eu enrôlement. À Rutshuru, il n'y a pas réellement. Et vous connaissez les raisons. Et vous connaissez comment le gouvernement s'est battu pour que finalement, on ne puisse plus ajouter d'autres territoires par rapport aux anciens. Et qu'on se batte, mordicus, pour qu'on puisse véritablement déloger tous ces gens-là. Ça, c'est connu. Et d'ailleurs, dans la réflexion, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que Kwamout enrôlement, il n'y a pas eu, Massissi, Rutshuru, on a laissé 16 sièges conformément au siège requis exigé dans ces 3 entités. 16 sièges. Pour que finalement le gouvernement puisse se battre avec son action militaire, de manière à ramener la paix dans toutes ces entités et procéder à l'enrôlement avant décembre 2023 où il y aura des élections.
Nous nous battons et nous nous battrons. Et vous avez suivi les discours du président aux Nations Unies lorsqu'il dit qu'il donne un délai relativement court. Sinon, on va s'engager. Trop de promesses. Non, non. Trop de promesses. Non. Le ministre des Affaires étrangères, Lutundu, là aussi, a fauté, il semble. Il ne pouvait pas dire ça à la télé, que nous donner un délai. Il semble que le 24 est déjà passé, on n'a pas ouvert le feu. Une mauvaise stratégie de communiquer comme ça. On ne peut pas promettre des choses que vous êtes incapable de réaliser. Vous croyez vraiment que Lutundu, à son niveau, vice-premier ministre, soit un complaisant comme ça? Vous le connaissez? Une vidéo de M23 en train de jubiler, menacer le gouvernement. Oui, Et oui, ils ont toujours menacé, mais le gouvernement, il est capable. Proche. Non, écoute. Vous promettez toujours. Mais écoutez, les Américains, ils sont plus puissants. Ils étaient en Afghanistan. Ils ont fait combien d'années? 20 ans. Et les talibans sont en Afghanistan. Ah, écoute, il faut arrêter. C'est une guerre non conventionnelle. Vous n'avez pas la honte, l'IDPS. Kabila vous a laissé ces pays entiers. Et les M23 sont nés. Écoutez. Les M23 sont nés avec Tshisekedi. Les M23. Lors de la passation, il n'y avait pas lui. Mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, papa. Il faut arrêter ça. N'ayons pas des conclusions non concluantes. Certainement que Kabila a fait ce qu'il pouvait faire. Eh bien, Tshisekedi est en train de faire ce qu'il doit faire. Et donc, il faut l'encourager. Pas aller avec des déclarations comme ça, obsessionnelles, négativistes. Quand vous dire, vous êtes incompétent, vous ne pouvez rien faire. Regardez. Lorsque je fais la comptabilité des provinces qui sont touchées par l'insécurité, La photo du les provinces qui sont touchées par l'insécurité, ben, il y en a combien? Sur les 26 provinces, il y a combien de provinces qui sont soutenues par l'insécurité? Nous avons au moins deux provinces, Ituri et Nord Kivu, et nous avons également la ville de Kinshasa avec Kwamutu. Quand vous regardez à l'intérieur du Nord Kivu, il y a combien de territoires qui sont touchés? Il y a les territoires de Massissi et de Rutshuru. Moutandis, lorsque vous regardez en Ituri, etc., là au moins, il y a eu enrôlement. Vous voyez? Alors maintenant, quand vous venez à Kinshasa, tout Kinshasa, il y a eu enrôlement. Or, c'est un rayon de 200 km. Celle dans le Maïndombe, Kwamutu, n'est-ce pas, qui a connu ce qu'il a connu, mais en fait, il y a eu une évolution positive. Alors maintenant, quand vous voulez faire une déclaration qui frise une conclusion, vous dites, il y a des provinces. Non. Il faut comptabiliser les endroits où on trouve de l'insécurité et il faut saluer le gouvernement pour avoir préservé d'autres entités. Ça lui permet véritablement d'affûter des armes pour récupérer les entités qui ont été touchées. Merci, M. Norbert. Il y a un directeur de cabinet du Vert de l'Intérieur, le ministre Peter Kazadi, mais le constat est que lors de l'accession du régime Tshisekedi au pouvoir, comme il y avait un vrai calme, Bounagan était entre les mains des Congolais. 4 ans après, il y a des problèmes, ce qui veut dire qu'il y avait une mauvaise stratégie que le régime avait mis en place. Aujourd'hui, nous avons des tensions. Alors, nous devons chuter avec vous par rapport à ce qui concerne le processus électoral. Voulais-je dire, parlons-en. Entrons dans votre cadre. D'abord, avant que nous puissions parler des élections, je précise que vous êtes cadre de l'UDPS. Vous confirmez? UDPS Tshisekedi. Vous confirmez que vous êtes cadre de l'UDPS? Je suis cadre. Ok. Monsieur Rien, la photo des fondateurs de l'UDPS, il y a quelques mois, le chef de l'État avait reçu les fondateurs de l'UDPS. Sur ces plateaux, il y a quelques jours, j'étais avec l'honorable François Lusangangele, ici. Monsieur Norbert Mbemba, vous êtes un doyen au sein de l'UDPS. Vous n'êtes pas de la nouvelle génération sous le bois. Monsieur Norbert Mbemba, il y a 2 jours, j'avais reçu l'honorable Paul Chilou, député national qui est de l'UDPS ici. Ça a choqué les fondateurs. Il a dit, au sein de l'UDPS, Tshisekedi, il n'y a pas la place pour des fondateurs, moins encore pour des pionniers. Est-ce que ce n'est pas jeter de l'opprobre sur les combats amenés ou soit les combats vécus par ces vieux les fondateurs? Je salue le professeur Paul
le combat commence toujours quelque part. Et si les enfants ont été bien éduqués, ils poursuivent les combats de leurs parents. Et s'il y a quelques rares parents qui sont encore en vie, pour de temps en temps vous dire ce qu'il faut savoir les écouter. C'est important. Et raison pour laquelle vous voyez le président de la République, s'il n'avait pas un statut, il ne saurait pas les recevoir. Oui. Il les a reçus. Parce que lui-même, il est né, il a grandi dans ces combats, il a vu tous ces vieux-là se battre pour que finalement le pays fonctionne autrement. Et éduqué, bien conscient de ça, il les a reçus, il les a honorés. Vous vous rappelez, même à la mort de Sphinx de Limité, mon président, beaucoup de respect, paix à son âme, Etienne Tshisekedi, des restes mémoire, les fondateurs étaient là, ils avaient un mot à dire. Nous tous, nous, on ne pouvait pas rien, on ne pouvait rien dire. Ces gens se sont battus. Cela mérite respect et considération. Et le président en est conscient. C'est là où je demande seulement que le président de la République, qui est leur enfant, c'est leur propre enfant, puisse s'occuper. Regardez l'âge, regardez moi, dans 20 ans, j'aurai combien? Je serai veillard. Et en forcerie, ces gens-là, le président de la République, Azamwana Bilaka, okay. Je sais qu'il va s'occuper de ses parents. Ce sont ses papas. Attends, mon moyen est propre à Kosala Yango. Alors, arrêtons avec ces débats-là. Arrêtons avec ces débats-là. Je me rappelle bien à l'époque, c'était à 77. J'étais à 77-78. Comment ces vieux-là ont pris beaucoup de risques. Ils ont beaucoup pris de risques. Le maréchal, les léopards, on ne pouvait pas oser. Nous, on ose. Les gens parlent du président Tshisekedi comme ça, comme il parlait à un enfant. Mais à l'époque, comment ouvrir la bouche pour s'adresser au maréchal? C'est grave. Voilà. Les 13. Et puis, avec la dynamique d'un des leurs qui a démontré de quoi il était capable, etc. Et puis bon voilà, donc ils ont eu des résultats. Et tous, quand vous les écoutez, ils ont quelque chose dans eux. Ce sont des gens qui ont été choisis par Dieu, de grâce. Il faut un total respect au père et au fondateur de l'UDPS. Et là, je demande au président de la République, pas demander, je sais qu'il est toujours conscient de ça. Le président, c'est un homme pudique. Le président, ce n'est pas quelqu'un qui veut choquer les gens, etc. Et par rapport à ça, il va se battre pour s'occuper de ses parents. Mais quand Paul dit qu'ils n'ont pas de place, c'est vrai que quand vous lisez le statut de l'IDPS, l'actuel statut, et la place n'est plus réservée aux fondateurs. Certainement que à l'époque, quand ils ont créé le parti, il fallait des fondateurs comme autorité morale. Parce qu'il y avait beaucoup de gens, des prostituées politiques, etc. Et il fallait les fondateurs et on a inséré ça. Mais quand vous regardez la loi sur les partis politiques, il n'y a pas une place réservée comme organe aux fondateurs. Il y a simplement des fondateurs ou des cofondateurs et il y a des organes comme les congrès, compagnie, etc. Et ce sont ces organes-là qui ont primauté dans la prise de décisions stratégiques. C'est fort possible que Paul s'est référé à ça parce que Paul fait partie des gens, des enfants qui ont grandi j'allais dire, des enfants qui ont grandi dans la cour de ces vieilles. Alors, ça tombe bien, vous êtes de l'UDPS, scientifique, panafricaniste, et puis directeur des cabinets du ministre de l'Intérieur, Pierre Kazaba, Monsieur Norbert Yamba Yamba. J'aimerais bien venir auprès de vous, vous affronter, vous regarder dans les yeux. Monsieur Norbert Yamba, vous vous sentez comment? Aujourd'hui, directeur de cabinet, cadre de l'UDPS, Peter Kazadi, cadre de l'UDPS, mais sur la liste de partis politiques qui vont compétir pour les élections, vous avez accepté 4 ou 5 UDPS. Comment expliquer? Quelle magie? Au moins que l'UDPS devait être un seul parti. Non. Vous savez, chaque personne a des ambitions.
On peut créer un parti politique et lorsqu'il y a une divergence au niveau idéologique ou une divergence dans la manière de travailler ensemble, chacun peut justement prendre son autonomie et s'inspire de la base basique du parti initial et ajoute quelque chose. Nous, on est IDPS Tshisekedi. Il y a IDPS Kibasa. Il y a IDPS du peuple. Il y a IDPS. Donc, ce sont IDPS Moubake, IDPS Tchibala, IDPS Kibasa, IDPS Tshisekedi. Je vous pose la question, aidez-nous parce que vous êtes la meilleure personne, la bonne personne, directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur. Avec combien d'arrêtés? Il semble qu'il y a un seul arrêté qui a donné la naissance à ces 4 partis, même logo, le même insigne. Mais le problème, c'est qu'il y a une nuance au niveau de l'approche. Nous, on est IDPS Tshisekedi. Moubake, ce n'est pas une IDPS Moubake, c'est une IDPS du peuple. Drapeau insigne? Bien entendu, mais la dénomination, lisez la loi. La dénomination. On n'a pas parlé de logo. La dénomination, quand il y a des partis politiques qui ont la même dénomination, à ce moment-là, c'est un problème, il y a un couac. Tu vois? Et donc, IDPS du peuple, ce n'est pas IDPS Tshisekedi. IDPS Kibasa, ce n'est pas IDPS Tshisekedi. Et Tchibala, ce n'est pas IDPS Tchibala, c'est IDPS tout court. Alors maintenant, il y a différence. Ça a été déjà capitalisé par la loi, les lois de la République. Il y a une reconnaissance au niveau du ministère en identifiant ces partis politiques comme tels. Vous voyez? Et donc, il faut donner la marge manœuvre à tout un chacun véritablement de faire son parcours politique. Est-ce que ça, ce n'est pas pour affaiblir l'UDPS? Il n'y a pas moyen de réunifier l'UDPS? Là, je pose la question comme cadre de l'UDPS. Il n'y a pas moyen de réunifier l'UDPS, rassembler les énergies pour aller de l'avant? Vous avez raison, l'union est la force des faibles. Nous nous sommes battus, on était ensemble. On aurait souhaité véritablement qu'aujourd'hui, nous soyons ensemble autour du président de la République. Et il faudrait que cela soit la motivation de tout un chacun. Être autour du président de la République suppose pérenniser l'action des fondateurs. Quiconque qui croit qu'il a pris le train en cours de route et qu'il y avait des gens qui se sont battus corps et âme pour que finalement ce parti existe, doit revenir à la raison. Pour qu'aujourd'hui, celui qui perpétue la vision de ces pères fondateurs soit la personne de référence qui nous permette tous de voir dans la même direction pour construire l'ancrage institutionnel de notre parti. Et c'est là que je demande des gens comme, on va encore dire Yamba Yamba, on l'a envoyé, non, on ne va pas envoyer les gens comme Moubake, comme Valentin Moubake, Dinfils qui s'est beaucoup battu, etc. Valentin, à des moments, chaque chose à son temps. Chaque chose à son temps. Voilà. Nous avons au moins la présidente de la République aujourd'hui. Travaillons, on a besoin des intelligences. Combien de fois on nous a insulté qu'il n'y a pas des hommes intelligents à l'IDP? Voilà. On a connu des à son âme, Maître Mukendi, etc. Les grandes intelligences, ils sont nombreux. Tous ces gens qui se réclament leaders dans beaucoup d'autres partis politiques ont été chez nous. Alors, pourquoi les géniteurs? Chadar était au sein de l'UDPS, bien entendu. Bazaïba aussi. Donc l'UDPS c'était une école, vous avez fait. Une grande école. C'est pourquoi les gens qui sont restés avec des leçons, etc., comme nous, on essaie d'être humbles, modérés, mais visionnaire. Merci. Alors, nous chitons avec vous parce qu'on est à la fin. Regan, arrête de me menacer, s'il vous plaît. Je chite déjà, monsieur Regan. Alors, donnez-moi la photo du chef de l'État. Je vais bien terminer avec cette question. Monsieur Norbert Yamba Yamba, cette question, vous allez la répondre. Je vous demande vraiment de répondre à cette question comme un panafricaniste. L'Afrique aujourd'hui, il y a un vent. Dans l'Afrique, un vent des coups d'État. C'est parce que les présidents de la République d'Afrique charcutent l'ordre constitutionnel ou parce que la jeunesse africaine a droit aussi au chapitre. Et aussi, votre analyse sur les discours du chef de l'État aux Nations Unies. C'est un discours raté ou un discours d'un vrai fils de Etienne Tshisekedi? Je voudrais vous remercier sincèrement, Delphin, pour l'opportunité que vous m'avez offerte de parler de cette question africaine. Parce que j'ai reçu beaucoup de questions, y compris des Africains, même de la diaspora,
qui se disent, mais entre les élections et le coup d'État, quoi prendre? Qui peut nous donner des résultats? Quel est le moyen le plus considérable? Voilà. Certainement que aujourd'hui, à l'analyse de la situation, nous avons été en 1960 le fruit d'une démocratie revisitée. Parce qu'en fait, à 60, on avait des partis politiques, etc. Ben voilà, donc ce sont ces partis qui ont accédé au pouvoir. Mais robotisés, de fond en comble. Et puis finalement, les démocraties qu'on a assistées en 1960, à la cession de non-pays à l'indépendance, et bon, ces démocraties n'ont pas fait plein fait. Alors maintenant, des gens comme Lumumba, des gens comme Silvano Solendio, des gens comme Kwame Nkrumah, des gens comme Sékou Touré, etc., ils ont tellement bousculé l'ordre international que finalement, il y a eu un génie, une intelligence politique à l'international qui a mijoté une nouvelle façon de gouverner nos pays pour avoir de l'emprise sur nos dirigeants. Et c'est comme ça qu'ils ont créé ce qu'on appelait l'Afrique des colonels. Mais c'est là le soubassement de la guerre froide qui a été mise en place parce que l'Union soviétique, et puis finalement les Américains, compagnie, etc. Et ils ont divisé l'Afrique en modérés et en progressistes. Et comme les modérés devraient être du côté américain, les progressistes du côté soviétique, et donc chaque camp de puissance, superpuissance, cherchait à prendre le pays parce que ce qu'ils visent, c'est les intérêts, ce sont nos richesses, ce sont nos minerais, ce sont les ressources naturelles. Et c'est comme ça qu'il y a eu confrontation entre les deux puissances continuellement. Alors maintenant, pour asseoir leurs forces, pour maintenir le cap, parce que vous avez vu, Brazzaville, Congo-Brazza, c'est les soviétiques, Kinshasa, ce sont les Américains, Centrafrique, les Américains, intercédés bien entendu par les Français, compagnie, etc. Et donc, ils ont dit non, 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 non. Les Russes risquent de prendre, par exemple, le Congo, par exemple, pour les Américains. Ou soit, les Américains risquent de prendre Brazzaville, qui était destiné, je ne sais pas, pour les Russes. Et c'est comme ça qu'ils ont mis en place un nouvel ordre qu'on a appelé l'Afrique des colonels, où il fallait mettre les militaires au pouvoir pour imposer la discipline militaire. Mais le grand problème, c'est quoi? C'est que on a connu la démocratie au début des années 60. Il n'y a pas eu de résultat. À partir de 90, avec les déclenchements du processus de démocratisation, pas de résultats jusqu'à aujourd'hui. La pauvreté crescendo. L'Afrique a 1,3 milliard de personnes dans la pauvreté la plus abjecte. Plus d'1,2 milliard de gens sont dans la pauvreté. C'est la démocratie. Et les coups d'État, il y en a eu. Il y en a eu Mobutu, fruit de coups d'État. Et Edema, coup d'État. Mais tous ces gens-là, coup d'État. Et on a fait quoi? Vous croyez que quand vous faites un coup d'État, donc vous venez résoudre un problème? Vous avez quel schéma? Vous avez quel paradigme? Vous croyez qu'avec 110 millions de personnes, vous faites un coup d'État aujourd'hui, parce que vous êtes militaire, je vais restaurer, je vais rendre la nourriture aux gens. Vous allez avoir la nourriture où? Il y a un autre problème. Et le système qui est opérationnel, c'est un système hérocentrique, à rentabilité externe. C'est-à-dire que tout ce que nous avons comme ressources doit aller à l'état brut, et c'est là qu'on va les transformer pour les rendre en richesse, pour trouver du travail pour leurs enfants. Nous, on reste là-bas, on augmente jour le jour, etc. Et on ne trouvera pas vraiment gain de cause. C'est pourquoi moi, je voudrais profiter comme panafricaniste pour dire à tous nos compatriotes, attention avec les élections, attention avec la démocratie. Cette démocratie, elle est fondamentalement occidentale. Ce n'est pas notre démocratie. Fouillons ce que nos ancêtres ont vécu. On aura des héritages traditionnels, on va scientifiser ça, on va moderniser ça, on va avoir une mouture et un arrangement institutionnel qui nous permette de nous mouvoir et de donner des résultats. Nos ancêtres ont vécu au 15e siècle, au 13e siècle, au 12e siècle. Ils avaient de grandes performances parce qu'ils avaient, n'est-ce pas, notre propre modèle, notre propre paradigme. Aujourd'hui, le paradigme a changé parce qu'il faut l'orienter vers l'extérieur. Tout comme le coup d'État. Le coup d'État apporte quoi? C'est le changement d'individu. C'est un changement d'individu militaire. Pas le système. Le système est resté, le paradigme est resté.
Est-ce que le coup d'État correspond à une approche afrocentrique? Et quel est le contenu d'un coup d'État? Mais c'est la même chose qu'on verra. Donc même les champs qui sautent. Aujourd'hui, vous savez, il y a renaissance de la Russie sur la place internationale. Et bien là, les Américains craignent qu'on prenne tel pays parce que la Russie est là. La Russie craint qu'on prenne tel pays parce que les Américains sont là, etc. C'est tout. Et donc même ceux qui font le coup d'État, ils sont soutenus par telle ou telle puissance, etc. Et donc, ce n'est pas pour résoudre le problème. L'Afrique reste toujours sous-traitée sous les jougs de... Aujourd'hui, c'est la Russie qui a récupéré le flambeau. Eh bien, vous croyez que la Russie va changer? Il va nous donner des emplois? Il va nous transformer. La Chine est venue, nous on a crié, on l'a embrassé. La Chine est venue faire la même chose que l'Occident. Il a pris nos ressources, il est allé les transformer chez eux. Est-ce que vous avez vu des usines ici? Mais pourquoi alors les Africains ne peuvent pas se concerter, avoir notre modèle de gouvernance? Ah ben c'est justement ça. Il y a la CEDEAO aujourd'hui qui est aussi sous-traitée. Il y a l'Union africaine aussi motivée par l'Occident. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir un autre Kadhafi en Afrique, un autre Mugabe en Afrique? Tout ce que vous avez dans notre continent, ça s'appelle l'inceste institutionnel. L'inceste institutionnel. Et cet inceste a permis d'avoir des noyaux en Afrique australe, des noyaux en Afrique centrale, compagnie de l'Est, occidentale, etc. Mais écoutez, on n'a pas encore mis à la base basique notre propre modèle référentiel. Et ça, il faut avoir des panafricanistes comme notre chef de l'État. Beaucoup vont dire, écoutez, pourquoi Yamba dit ça? C'est un panafricaniste. Okay. Raison pour laquelle vous avez vu en train de travailler avec les Rwandais, en train de travailler avec les Ougandais, les Kenyans, tout simplement pour mettre en place des projets fédérateurs, des projets intégrateurs qui permettent les Africains de cimenter les relations en fonction véritablement des liens à la fois politique et économique que nous avons. La perspective, c'est d'aller vers la création d'un État fédéral d'Afrique. Parce qu'en réalité, l'Africain ne pourra jamais trouver son compte tant que nous sommes saucissonnés à 54 États. Aujourd'hui, les Occidentaux cherchent que nous soyons plus que 54. Il y en a même des perspectives pour 80 États. Donc, on va nous saucissonner, chacun aura trouvé sa boutique et il va picoter tout ce qu'il y a là-dedans pour faire le bonheur de l'Occident. Merci, M. Norbert Yamba Yamba. Sincèrement, ça n'engage que moi. L'intelligence que vous avez dégagée ici, vous êtes ministrable. Si les chefs, sincèrement, si les chefs de l'État qui cherchent encore les gens qui peuvent bouger les lignes, changer les choses, moi, pour moi, je vote Norbert Yamba Yamba. Parce qu'il n'y a pas de place qui manque pour que vous puissiez travailler pour cette nation. Merci à vous. Mais il faut arrêter cette maladie-là, parce que tout le monde veut être ministre, tout le monde veut créer une parti politique justement pour être ministre. Il y a beaucoup de choses à faire. Sincèrement, pour notre pays, on a besoin d'une répartition de rôles. Il faut qu'on puisse penser à un paysan, il faut qu'on passe à un maraîcher, à un maçon, à un menuisier, à un charpentier, etc. On a besoin, aux journalistes. Mais si tout le monde doit vous chercher à devenir PDG, à devenir ministre, sans rien faire, parce que là, c'est un problème. Que les ministres, c'est eux qui ont des projets dans un secteur. Vous voyez, si vous n'êtes pas ministre au Congo, tout ce que vous pouvez amener, le ministre n'a pas décidé, le ministre n'a pas fait. Voilà pourquoi les gens préfèrent être ministre. Si vous êtes là, vous pouvez quand même donner l'impulsion dans un secteur. Merci, M. Norbert. 1000 partis politiques, combien de ministres vous mais vous êtes directeur des cabinets au ministère de l'Intérieur. Vous pouvez aussi dire que non, nous avons déjà plus de 900, c'est trop. Non, on ne le prend plus. Mais vous ajoutez encore. Il faut légiférer. Et vous avez raison. Merci, M. Norbert Yamba Yamba. J'ai précisé qu'il est directeur des cabinets du ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre de l'Intérieur, M. Peter Kazadi, l'homme intelligent. Mais comprenez, j'étais dans mon rôle de travail pour rendre un bon travail au public. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Aussi, vous êtes cadre de l'UDPS, panafricaniste. Merci. Candidat député national. Candidat député national. Ouais. À Lukunga. Non. Cette fois-ci-là, je suis allé au Sankourou parce que on voudrait bien quand même que nous puissions changer la classe politique. Booster cette province. Vous êtes lamenté. Il faut qu'il y ait des hommes, des transformationnels dans des endroits comme ça pour Merci, M. Norbert Yamba Yamba. L'intelligence ne manque pas au Congo. Il y a encore un capital humain qui est capable de transformer les Congo. Yamba Yamba est parmi les élites. Merci.
d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à l'équipe qui m'a accompagné ce matin. Derrière la caméra, M. Moussengo. Côté son, M. Obed, un homme très intelligent, spécial. Et aussi côté régie finale, Rigen, qui est un cadre de la Mouka, mais il est ici avec nous. Merci M. Rigen. Et également, suivez la rediffusion à 22h ici sur la chaîne de la maman. Également, la chaîne qui a choisi le bon côté. Il ne faut pas étiqueter les gens, sinon vous risquez de frustrer.